Technique. Va bene? Sì? Ok. Buonasera. Bonsoir, c'est Sylvie Blondel. L'ambassadeur va nous rejoindre à l'instant, plus tard. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Palais Farnèse dans le cadre de cette conférence de notre cycle d'automne des débats des idées, le défi des générations, penser la transition démographique. Ce cycle a démarré au mois de septembre et comprend plusieurs rendez-vous, que ce soit ici au Palais Farnèse, mais également dans d'autres villes d'Italie, et ce, grâce au réseau des instituts français de Milan, de Naples, Florence, Palerme, nos françaises de Bologne et de Gênes, le club des lecteurs de Turin et avec la collaboration d'universités prestigieuses, dont l'université Bocconi, l'université de Naples Frédéric II et l'université Luis qui va accueillir la conférence de clôture le 18 novembre. Le thème de notre cycle de débat, Révolution démographique et ses défis, revêt une importance cruciale. 2025 a été en fait l'année du tournant démographique en France. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on enregistre davantage de décès que de naissances. L'Italie connaît cette réalité depuis quelques années déjà. Le débat d'idées de ce soir portera en particulier sur le rôle des migrations dans le cadre de ce basculement. Quel est l'impact du solde migratoire sur l'équilibre démographique et comment les politiques d'accueil et d'intégration peuvent-elles répondre aux nouveaux défis de la société et de la nouvelle démographie marquée par cette diminution de la natalité, par l'allongement du période d'études et le vieillissement général de la population. Il s'agit là d'une question politique brûlante. Il faut donc s'attaquer à ce phénomène par les faits. Pour approfondir ce thème, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir trois grands experts que je remercie sincèrement d'ores et déjà de leur présence. Madame Elena Ambrosetti, professeure de démographie à l'Université La Sapienza de Rome, secrétaire générale de la Société italienne de statistique. Madame Catherine Witold-Linden, politologue spécialiste des migrations, présidente du Conseil de l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Et Monsieur François Héran, professeur émérite au Collège de France, démographe, sociologue, anthropologue. Il a été également directeur de l'Institut national d'études démographiques. Un remerciement particulier à notre modératrice, Madame Valeria Manieri, journaliste, fondatrice de Les Contemporanee. Un grand merci à notre partenaire Edison, dont le soutien précieux a rendu possible ce cycle de rencontres. Je souhaite donner la bienvenue aux étudiants qui sont ici présents. Ils viennent de différentes universités, ainsi que les associations d'étudiants, Marianne, All Around et ISP. Leur participation, ainsi que celle de vous tous, permettra d'avoir un échange riche et très nourrissant à la fin de la conférence. Je vous souhaite bonne conférence et bon dialogue, surtout un dialogue fructueux. Merci. Bene, grazie davvero. Merci. Nous remercions
Cyril Blondel. Merci à l'ambassade de France et à l'Institut français qui nous accueillent pour ce très beau débat. Et merci de nous accueillir dans cette salle magnifique, remplie de jeunes surtout, qui sont la cible, disons, de cette rencontre. Nous espérons, et le fait d'avoir des échanges intergénérations est toujours très enrichissant. Et si nous pouvons avoir cet échange, c'est déjà une bonne partie de la mission qui est accomplie. Je remercie nos panélistes, Madame Ambrosetti, le professeur François Héran et Madame la directrice Catherine Witold de Wendan. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Le thème que nous allons traiter est le solde migratoire, l'immigration et l'intégration. Il s'agit là d'un thème très important. Ces derniers jours, nous avons eu des échanges et nous avons affirmé qu'il s'agit là d'un vase de Pandore qui se brise et qui donne lieu à toute une série d'autres sujets. L'immigration, le solde migratoire, les besoins des pays, les besoins des continents qui vieillissent parce que l'Europe tout entière, et pas seulement la France, l'Europe est désormais un continent qui vieillit très rapidement. Cela vaut également pour la France et pour l'Italie. Et en fait, c'est l'année zéro en matière de démographie et pour ce qui est du solde migratoire entre les naissances et les décès. Évidemment, ce thème est très délicat. Et en fait, la politique n'a pas traité ce thème. Si elle l'a fait, elle l'a mal fait. Parce qu'en Europe, mais également dans d'autres pays, la démographie est un thème qui est à la base des politiques sociales. Il suffit de songer au marché du travail, à l'emploi. Nous avons évoqué récemment l'intelligence artificielle, toute une série d'emplois qui vont disparaître. Alors, et il y aura des emplois, des boulots que personne ne voudra faire. Et puis, n'oublions pas la prise en charge des personnes vulnérables. C'est un autre thème toujours associé aux migrations. Il y a des boulots qui vont disparaître, mais il y a des boulots que personne ne voudra faire, mais il y a également un problème de la main-d'œuvre, de la force de travail nécessaire pour assurer l'entretien de nos systèmes de prévoyance. Et donc, comment intégrer dans notre pays, en France et en Europe, comment faire circuler les compétences, comment stimuler les passions et pourquoi pas l'humanité. Voilà un thème qui nous interpelle tous. Curieusement, dans le monde, on a tendance à s'occuper plutôt, on a tendance à créer des problèmes qui n'existent pas, des problèmes inutiles dont personne n'en veut, ne demande. La politique s'occupe de choses qui, en fait, sont des urgences. Et cela témoigne du fait que l'agenda de la politique internationale, nationale et européenne est totalement déphasé, décentré par rapport aux exigences et aux besoins réels. Je m'arrête là, mais je voudrais évoquer deux aspects qui sont intéressants et qui sont liés à l'actualité. Le décret sur les flux migratoires, qui concerne évidemment notre pays. Nous avons déjà eu des antécédents dans ce domaine. En Italie, au mois de mai, il y a eu un référendum. Parmi les différentes questions, il y avait également la question de la naturalisation des jeunes enfants d'immigrés. Et ce thème a fait l'objet d'un débat très rapide. Le débat public l'a quelque peu ignoré. Il n'y a pas eu de quorum. Le référendum n'a pas abouti. Je ne sais pas quand on parlera à nouveau de ces sujets en Italie. ASFIS, l'Alliance italienne pour le développement durable, a publié un rapport. Parmi les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable, le thème des migrations est transversal.
par rapport à tous les objectifs. La politique, les politiques, toutefois, ont tendance à ignorer ce thème ou à ramer à contre-courant. Voilà 2 jours, dans le cadre d'une émission de télévision, le journaliste Iacona a parlé des flux de migrants qui se déplacent de 3 continents différents et qui se heurtent à des difficultés terribles pour arriver en Italie. L'Italie est comme un radeau abandonné dans la Méditerranée. L'Italie est seule. Et les personnes qui arrivent en Italie ne veulent pas rester en Italie pour toute une série de raisons. Les gens qui arrivent veulent aller ailleurs. Et la France est un pays qui, du fait de son histoire, en raison de son habitude à traiter ce thème, qui est capable de maîtriser ce phénomène, pas toujours de la façon la meilleure. Et les migrants souhaitent souvent se rendre en France. Et nous espérons approfondir ce thème ce soir. Et pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur François Héran, qui est un véritable expert en matière de démographie. Je l'invite à nous raconter par les chiffres à faire un état des lieux, à partir sur la base des chiffres. Je lui donne la parole. Merci, monsieur. Alors, je vais essayer de... Voilà. Ça marche. Bien. Ça marche? Très bien. Eh bien, écoutez, oui, on bavarde beaucoup sur la question migratoire, mais le démographe, lui, il aime bien partir des faits, les données. Alors, rappelons d'abord ce que c'est que le vieillissement démographique, non pas le vieillissement individuel, mais le vieillissement des populations, c'est-à-dire l'augmentation de la part des personnes âgées. Et il faut rappeler que le monde entier vieillit, Même en Afrique, les populations ont une part de personnes âgées de plus en plus importante. Mais ce qui est important, c'est de regarder quels sont les facteurs du vieillissement, quelle est leur importance relative et comment ça se passe, notamment en France et en Italie. Alors, la première source de vieillissement que les Italiens connaissent bien, c'est ce qu'on appelle en français le vieillissement par le bas, c'est-à-dire au bas de la pyramide des âges. C'est la chute de la fécondité en deçà du seuil de remplacement. Et deuxièmement, il y a le vieillissement par le haut, qui est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Le vieillissement par le haut, c'est l'allongement de la vie. Et l'allongement de la vie a été de la même ampleur en France et en Italie. Nous avons les mêmes espérances de vie. Il n'y a pas de différence dans les structures de mortalité entre la France et l'Italie. Alors que, évidemment, dans la fécondité, vous le voyez, 1,2 enfants par femme. Hier, on a appris que c'était même un petit peu en dessous. La France, 1,6. Il y a toujours eu, entre la France et l'Italie, la différence d'un baby-boom. Le baby-boom, c'est un demi-enfant par femme. Ce n'est pas plus que ça, mais c'est très important en démographie. Et puis, il y a une autre cause de vieillissement qui est souvent confondue avec les autres. Ce sont les effets tardifs des fortes variations de la fécondité dans le passé. C'est-à-dire qu'en France, en Italie aussi, on a eu un baby-boom. Le baby-boom s'interrompt. Je ne vais pas discuter de la chronologie exacte du baby-boom, mais c'est formidable, le baby-boom. Dans un premier temps, ça rajeunit les populations. Mais 40 ans après, ça la vieillit. Et puis, nous avons aussi d'autres formes de vieillissement. Alors, je vais plutôt vous présenter ça sous forme de figures. Vous voyez, les 5 mécanismes du vieillissement démographique. Par le bas, c'est facile à comprendre. Par le haut, c'est l'allongement de la vie. En bas, on voit comment la montée en âge des baby-boomers vieillit la population, et ça n'est pas la même chose que le facteur numéro 2. Et puis, vous avez aussi d'autres facteurs qui existent. Je vous ai donné comme exemple la pyramide des Britanniques qui vivent en Espagne. C'est une pyramide de retraités. Il y a des migrations de retraite, mais elles existent aussi en Italie. Et puis, il y a des pays qui vieillissent parce que les jeunes émigrent, et la pyramide albanaise en est un exemple typique dont profite en quelque sorte l'Italie.
Maintenant, voici un graphique tiré des projections de l'ONU, de la division de la population des Nations Unies, sur les 25 prochaines années. Et c'est le nombre des 20-64 ans. Les 20-64 ans, pour faire vite, c'est la population d'âge actif. Et vous voyez que selon ces projections, si, ce sont des hypothèses, ce sont des projections évidemment fondées sur des hypothèses, si on conserve la même dynamique démographique que depuis une quinzaine d'années, avec les mêmes paramètres de mortalité, de fécondité, mais aussi de migration, si on conserve la dynamique migratoire qui avait été observée dans les 15 prochaines années et qu'on la projette sur les 25 prochaines années, que se passe-t-il? Eh bien, l'Italie, qui est en 3e position, va perdre 27% de sa population d'âge actif. Au rythme actuel, l'Italie va perdre 27% de sa population d'âge actif dans les 25 prochaines années. Alors, la Corée et la Bulgarie, c'est pire, c'est un tiers. Et vous voyez que je ne vais pas détailler tous les pays. L'Allemagne va perdre 16%. Et puis, vous avez quelques pays de l'Europe de l'Ouest, comme la France, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, etc., et aussi les États-Unis, qui, pour l'instant, à cause du fait que la fécondité a été relativement soutenue ces dernières années, eh bien, ne perdront pas beaucoup de population. Maintenant, ce qui est intéressant dans le travail des Nations Unies, c'est qu'ils ont fait une hypothèse qui est une hypothèse zéro migration. Quelles seraient les baisses de population d'âge actif s'il n'y avait pas du tout de migration? Dans l'hypothèse zéro migration, qui est une hypothèse voulue par certains partis politiques. Alors voilà ce que seraient les baisses de population. Elles seraient évidemment aggravées, mais là, et on va commenter ce résultat, en Italie, elles seraient un peu aggravées, mais ça ne va pas tellement changer les choses, parce que l'Italie, je vais peut-être vous surprendre, mais l'Italie n'est pas, pour l'instant, un pays de grande immigration comparé à certains autres pays de l'Europe. Vous voyez que l'Allemagne, par contre, si elle n'avait pas de migration, si le solde migratoire précisément était nul, autant d'entrées que de sorties, dans les 25 prochaines années, eh bien l'Allemagne perdrait 22% de sa population au lieu de 16%. Donc, ça ne veut pas dire que l'immigration supprime les baisses de population, ça ne suffit pas, mais comme disent les Anglais, ça mitige le phénomène, ça l'atténue. Et puis vous voyez que certains pays, dont la France, mais notamment aussi les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, s'il n'y avait pas l'immigration, eh bien, perdraient perdrait beaucoup de population d'âge actif, ce qui veut dire que ces pays ont une importante migration dont la suppression aurait des effets très importants. Alors, il se trouve que les Nations Unies également publié ça, non pas sur les 25 prochaines années, mais sur les 50 prochaines années. Et vous voyez que dans certains pays, mais pas tellement pour l'Italie finalement, ce serait l'absence de migration ferait chuter considérablement la population d'âge actif. Alors, essayons de comprendre un peu, parce que c'est un peu surprenant quand même, ces résultats. Ça n'est pas nécessairement ce qu'on attendait. De toute façon, avec ou sans migration, de toute façon, la population d'âge actif de l'Italie, au rythme actuel de tous ces paramètres démographiques, est vouée à baisser fortement. Elle va baisser fortement dans les prochaines décennies. Un tiers pour les 25 prochaines années, les 2 tiers d'ici 50 ans, vous voyez, ce sont des chutes considérables. Et donc, mais pourquoi la différence est-elle faible entre le scénario avec et le scénario sans? C'est parce que l'Italie, pour l'instant, est encore un pays à faible immigration, notamment parce qu'elle est devenue tardivement un pays d'immigration. Et si vous regardez l'Allemagne, donc je l'ai déjà expliqué, l'Allemagne pourrait perdre jusqu'à 40% de sa population d'âge actif s'il n'y avait pas les migrations. En France, nous avons un discours qui est très éloigné de la réalité. Nous pensons que nous sommes débordés. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, l'ancien de l'ancien, avait parlé de submersion migratoire, reprenant ainsi une formule typique de l'extrême droite. Et ce dont je voulais vous parler, c'est que ce qui est très curieux, et c'est pour ça que la communication est très difficile sur les questions de migration, il y a un contraste très important entre la vision interne que nous avons
et la vision externe, c'est-à-dire la comparaison. Vous savez, c'est la fameuse formule de Talleyrand, quand je me regarde dans le miroir, je me désole, et quand je me compare, je me console. Hein, c'est le paradoxe entre la vision interne et la vision externe. Bon. Oui, il y a eu une forte progression de l'immigration dans le monde, c'est une tendance générale. L'immigration a progressé dans le monde de façon générale. Si on prend l'an 2000 comme point de départ, eh bien, l'immigration dans le monde a augmenté. Le nombre des immigrés, c'est un indicateur qu'on peut prendre, a augmenté de 74% dans le monde entier, d'après les compilations de l'ONU. Dans l'espace économique européen plus, c'est-à-dire intégrant le Royaume-Uni, 105% d'augmentation en 25 ans, donc depuis l'an 2000. En France, 50%. 50% seulement, mais évidemment, 50% d'augmentation, c'est perçu par l'opinion publique, c'est tout à fait visible. Parfois, il y a des gens de gauche qui disent « mais l'immigration n'a pas changé ». Si, elle a évolué, elle a progressé, c'est absolument indéniable. Et vous voyez, par exemple, l'Italie, tout le monde le sait, en 25 ans, elle est passée de 2,1 millions à 6,6 millions d'immigrés. C'est évidemment une augmentation spectaculaire. Mais ces augmentations, elles ont beau être spectaculaires, elles ont beau être saisissantes, en fait, comparé aux autres pays européens occidentaux, c'est un pays de faible... Attendez, vous avez parlé longuement en introduction, je vais parler assez longuement aussi sur les faits. Alors voilà un schéma qui est très, très intéressant, c'est quelle est la proportion d'immigrés dans tous les pays du monde. Et là, je vais vous présenter uniquement les pays qui ont au moins 11% d'immigrés dans leur population. En tête, tous ces pays en vert, c'est les pays du Golfe. Vous avez jusqu'à 77% d'immigrés dans un pays comme le Qatar. C'est un phénomène extraordinaire. Les musulmans accueillent beaucoup de musulmans, hein, contrairement à ce qu'on dit parfois. Et puis, vous avez les cités-États, les États-Unis, le Commonwealth, etc. Et vous voyez en bleu à droite les pays européens. Eh bien, où est la France? Où est l'Italie? Eh bien, elles sont là, au 17e rang de l'Europe occidentale, et l'Italie au 18e rang. Donc, excusez-moi, je suis en train d'aller trop vite. Voilà. Donc, vous voyez, la France et l'Italie sont au 17e et au 18e rang de l'Europe occidentale par la proportion d'immigrés. Nous ne sommes pas aux avant-postes, nous ne détenons pas les records de l'immigration comme tout le temps, c'est dit dans le débat public. Alors, si on regarde maintenant un autre critère, non pas, comme disent les démographes, le stock actuel, la proportion d'immigrés dans la population, mais l'ajout annuel. De combien de pourcents les nouveaux migrants de chaque année augmentent-ils la population du pays de destination? Eh bien, c'est publié par l'OCDE, tous les pays de l'OCDE, et vous voyez que la France est au 25e rang des pays de l'OCDE, l'Italie au 29e rang. C'est-à-dire que chaque année, les nouveaux arrivants, les nouveaux permis de séjour augmentent la population de la France de même pas 0,5% et en Italie de 0,35%. C'est très faible, ce ne sont pas des invasions. On n'est pas submergé par un ajout annuel de 0,5 ou 0,35%. Là encore, contraste total avec le débat actuel. Si vous prenez maintenant un autre sujet, là c'était toute l'immigration en général, je me concentre sur les demandes d'asile, qui sont une minorité en réalité de toutes les demandes d'asile. Et je prends quelques pays, dont la France et l'Italie, et je regarde tous les demandeurs d'asile qui se sont cumulés depuis 2014. Je vais juste avant la crise de 2015 et je fais comme ça le bilan de toute la crise migratoire de 2015 et des années qui ont suivi jusqu'à maintenant, de 2014 à 2024, ça fait 11 années. Eh bien, vous voyez qu'au total, l'Allemagne et l'Autriche ont accueilli une part considérable des réfugiés syriens, irakiens, afghans, alors que la France, on a accueilli beaucoup moins, l'Italie beaucoup moins. Mais pour mesurer tout ceci correctement, il y a une opération très importante à faire, c'est de rapporter les chiffres absolus à la population de chaque pays. C'est de regarder, mais ça fait combien par habitant, ou pour 1000 habitants, ou pour 10 000 habitants. C'est la partie droite du tableau. Et là, vous voyez que l'Italie et la France, si vous prenez la colonne totale hors UE, c'est-à-dire l'ensemble des demandeurs d'asile extra-européens,
eh bien, c'est 17 pour 1000, c'est 15 pour 1000. C'est-à-dire qu'en l'espace de 11 ans, imaginez une grande salle de 1000 personnes, en l'espace de 11 ans, il y a eu 15 personnes supplémentaires qui sont venues de ces pays-là. Et si vous regardez Syrie, Irak, Afghanistan, etc., c'est encore plus faible. L'Allemagne, par exemple, a pris quasiment 40% des demandeurs afghans qui ont réussi à déposer une demande en Europe. La France, 13%, l'Italie, très très peu. Donc vous voyez à quel point la démographie, ça sert à rétablir les ordres de grandeur. Ces ordres de grandeur ne sont absolument pas perçus dans le débat public parce que chaque débat public est centré sur la situation nationale. C'est ce que j'ai déjà exprimé. Alors, si vous regardez les demandes d'asile, je vais d'abord regarder la pression de la demande d'asile enregistrée depuis 2013. Là, j'ai pris pour 10 000 habitants, peu importe. Vous voyez comment l'Allemagne a pris beaucoup plus que sa part pendant la crise de 2015-2016, et puis ensuite, avec l'accord avec les Turcs, elle a considérablement réduit son effort. L'Italie a dû faire un effort important à ce moment-là, dans ces années-là. La France est restée très en retrait. Et puis ensuite, ça oscille, mais vous voyez que l'Italie, au total, subit une pression faible, notamment parce que l'Italie a une particularité, c'est qu'elle enregistre mal les migrants qui passent sur son territoire, et elle a réussi à les faire souvent passer vers le nord, et ensuite elle refuse de les recevoir dans la procédure de Dublin quand la Belgique, l'Allemagne, la France essaient de leur renvoyer les migrants qui sont déjà passés par l'Italie. Donc, et là, j'ai non pas les demandes d'asile, mais les décisions positives de protection. Et vous voyez là encore que la France et l'Italie, finalement, après des parcours assez différents, sont à peu près au même niveau pour l'intensité de la réponse positive à la demande d'asile, c'est-à-dire des niveaux assez faibles, très très en dessous de l'Allemagne et très en dessous de la moyenne de l'Union européenne, les pays voilà. Donc, ça je l'ai expliqué. Alors il y a deux paradoxes, et je voudrais terminer là-dessus. Je m'excuse d'être un petit peu long, mais je pense que c'est important que vous ayez une idée précise de tout ça. On ne peut pas débattre si on n'a pas une idée d'abord précise de tous ces faits. La France, elle a un paradoxe. Par exemple, nous sous-traitons la migration qui va vers l'Angleterre. Nous faisons tout, c'est quand même étrange, nous faisons tout pour retenir sur le sol français les migrants qui veulent aller en Angleterre, et notamment les Irakiens et les Afghans. Pourquoi on le fait? Parce que l'Angleterre nous l'a demandé, et parce que l'Angleterre verse de l'argent pour que ça se fasse. Et nous, on aimerait bien que l'Italie fasse la même chose pour nous, c'est-à-dire sous-traite notre contrôle des frontières. Et l'Italie aimerait bien que la Tunisie et la Libye fassent la même chose pour elle. Il y a ce que j'appelle une cascade de défauts, une succession de sous-traitances, et comme par hasard, elles vont du nord au sud. C'est ce qu'on appelle l'externalisation dans voilà. L'Italie a un autre paradoxe qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France et qui souvent n'est pas l'objet d'une attention des médias que ça mériterait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une politique de lutte contre les clandestins très médiatique, très visible. On a réussi en gros à diviser par deux le nombre de disembarchi sur les côtes italiennes, formidable. On aimerait bien qu'il y ait un blocus total des ports et donc que les ONG qui secourent les exilés en mer cessent de fonctionner. Mais en même temps, chose absolument incroyable pour la France, en même temps, l'Italie recrute massivement les travailleurs étrangers dans les entreprises. Et donc, ça donne, vous voyez, d'un côté, les sbarchi font l'objet d'une statistique journalière. Chaque jour, il y a une statistique des débarquements. C'est le modèle britannique. Les Italiens ont repris exactement le modèle statistique des Britanniques sur les boats. Et en même temps, et donc voilà, par exemple, le dernier décompte, 20 octobre, c'est tout récent, voilà, vous voyez, pour la même période de janvier à octobre, comment l'Italie a réussi à diminuer le nombre de débarquements. Et en même temps, le Decreto Flussi 2026-28 qui nous dit 500 000 personnes. Et j'ai remarqué que c'est aujourd'hui,
aujourd'hui que le jour de l'ouverture de la chasse aux migrants, en quelque sorte, puisque c'est le 23 octobre, là maintenant, que les entrepreneurs italiens doivent déclarer leur candidature. Alors c'est un système étrange, ils doivent le faire en un jour, ce qui est impossible. Et donc ça crée une pression. Click day, Voilà. appunto. Et l'Italie et donc du coup il y a de nouvelles irrégularités, de nouveaux irréguliers qui sont créés par cette procédure très très étrange de recrutement des voilà. Mais vous voyez le paradoxe français et le paradoxe italien. Et je crois qu'on a de quoi débattre. Et j'en ai fini. Merci pour votre attention. No, grazie, grazie. Merci, professeur Egrand. Je pense qu'il est très utile d'abord d'exploiter cette photo très précise. Il est important de prendre en compte les détails que vous avez mis en lumière, y compris les paradoxes. Donc après ce début d'échange, eh bien, nous pouvons déjà identifier tout un tas d'infos importantes. D'abord, les gens se déplacent. Les gens se déplacent, les gens voyagent partout dans le monde. Et donc, il y a une partie importante de l'humanité, peu importe quel pays d'origine, qui souhaite se déplacer. Et ceci fait partie de l'histoire du monde. Voilà une première nouvelle que les politiques devraient prendre en compte. Deuxièmement, là où nous pensons aux urgences, les chiffres nous disent que la situation n'est pas urgente. Là où il y a eu une arrivée plus importante d'immigrés, par exemple en Allemagne ou en Autriche, là où récemment il y a eu une augmentation du poids et du consensus pour l'extrême droite, et c'est un autre sujet de discussion, le phénomène est tout à fait évident. Troisièmement, à travers les différentes planches, il y a une sorte de des charges de responsabilité, la sous-traitance des immigrés évoquée par le professeur. L'Italie, la Turquie, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie sous-traitent donc le flux d'immigrés. Avant de donner la parole à Madame Ambrosetti, je voudrais vous poser une question. Sur la base de ce récit, sur la base de cette présentation, d'après vous, au-delà des paradoxes, au-delà de cette logique de sous-traitance, quelle peut être la voie européenne au point de vue des politiques publiques, la voie européenne à la maîtrise, au contrôle d'un phénomène tout à fait naturel et inéluctable, inévitable? Eh bien, peut-être il faudrait munir le professeur d'un écouteur pour la traduction. Les Européens, d'abord, ont beaucoup de mal à percevoir les réalités. Et c'est un paradoxe parce qu'il y a eu une série de règlements européens, de directives européennes, donc des lois, qui ont obligé tous les pays européens à livrer des statistiques extrêmement régulières, extrêmement précises, et notamment sur l'asile. On a des statistiques sur l'asile qui ont énormément progressé. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que depuis 20 ans, il y a un progrès considérable de la statistique des migrations et des demandes d'asile. Quand j'ai commencé ma carrière, quand Catherine a commencé la sienne, nous avions souvent des trous, très très peu de données. Mais en même temps, alors souvent, par exemple, je me souviens du ministre, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui disait « Ah, mais moi, je me réunis avec mes collègues européens, avec mes collègues allemands, avec danois, norvégiens, etc. Et tous, ils veulent réduire l'immigration, on est tous d'accord, etc. » Mais ça va se faire comment? Chacun espère que les migrants iront chez le voisin. C'est ça en réalité, et ça c'est impossible. Il y a un mouvement de fond. Quand on voit la migration qui augmente de 74% dans le monde, de 100% en Europe occidentale depuis 20 ans, vous avez l'espoir que vous allez pouvoir effectuer une réduction drastique de l'immigration. Réduction drastique, c'est l'expression utilisée et c'est de plus en plus la politique européenne. C'est en réalité impossible.
Donc on a des marchands d'illusions, hein, je pense franchement, parce que le problème de la solidarité européenne, c'est que ça suppose que la migration aille chez le voisin. Vous prenez le cas du Danemark. On a Certo. beaucoup pris le cas du Danemark en modèle. Ah ben c'est formidable, le Danemark. Il a un seul grand voisin terrestre qui s'appelle l'Allemagne, hein, qui est 14 fois plus peuplé, quelque chose comme ça. Hein. Et donc le Danemark peut se permettre de fermer sa porte aux migrants, puisque Certo. l'Allemagne s'en occupait. Bon. Il faut remarquer que le Canada fait les Certo. États-Unis et le Canada, c'est le même genre de relation. Hein. Le Canada peut écarter les hispaniques avec un système très sélectif parce que les États-Unis, finalement, s'en chargent. Et donc, il y a en Europe des rentes de situation, hein, des revenus qu'on obtient grâce à des petites tailles ou à des positions particulières. Et quand vous regardez, moi je vous ai présenté 3 courbes ou 4 courbes, Allemagne, Italie, France, mais si vous dressez sur un même graphique toutes les courbes de la demande d'asile ou toutes les courbes de la protection d'asile, théoriquement, s'il y avait un partage égal, un partage juste, die faire Verteilung, disent les Allemands, à ce moment-là, toutes les courbes devraient être au même Bien sûr. niveau, suivre la même tendance. Or, ce sont des montagnes russes complètement chaotiques. Il n'y a aucune unité possible en France, en Europe. Et la plus grande division qu'on observe, c'est une division entre les pays, grands pays continentaux qui, grâce au règlement de Dublin, dévient la migration sur les pays en première ligne, dont l'Italie fait partie. Et l'Italie résiste à ce phénomène. Mais il y a aussi la Grèce, il y a Malte, il y a tous ces États-là qui sont actuellement, par habitant, ceux qui supportent les plus fortes pressions. Donc, et puis la Grande-Bretagne, elle, est encore plus bas que l'Italie et la France. La Grande-Bretagne profite de sa position périphérique pour ne quasiment jamais accueillir de réfugiés. Elle accueille les migrants de ses anciennes colonies, oui, massivement, mais pas. Elle a refusé l'Europe centrale grâce au Brexit. Certo. Donc, vous voyez, il n'y a aucune. L'Europe n'est pas divisée sur le sujet, elle est déchirée. Grazie anche per questo commento. Merci, professeur Errand, pour ce commentaire. Professoressa di demografia. Madame Ambrosetti, prof de démographie à La Sapienza. Madame, les chiffres sont impitoyables par rapport aux besoins et aux urgences de la politique que la politique ignore. Mais nous avons identifié des faux problèmes et des paradoxes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi se préoccupe-t-on de la diminution démographique sans jamais prendre en ligne de compte l'immigration, une immigration contrôlée, une maîtrise des flux, sans rabattre la responsabilité sur les autres? Comment répondre au changement de la société, au fait que les gens bougent, les gens se déplacent dans le monde? Merci. Bonsoir. Merci de cette invitation. Je vais m'exprimer en italien. Pour assurer un équilibre linguistique. Peut-être pour revenir aux faits, on ne parle pas beaucoup d'immigration comme étant un apport significatif pour contrer la chute démographique. Et c'est déjà le cas en Italie. Les prévisions, les projections, comme le professeur Errand nous a montré, sont des projections à la baisse pour ce qui est de l'apport de la population immigrée en Italie. Au cours des 30 dernières années, la population italienne a pu bénéficier de manière significative de l'apport des migrations. Et moi aussi, j'ai quelques graphiques pour... vous retournerez chez vous avec un tas de chiffres en tête. Oui, mais pour nous situer, comment dire, pour comprendre comment la migration, comme l'a dit mon collègue Francesco Billari, est un levier qui permet à la démographie d'agir rapidement. On a l'impression que la démographie est lente, mais l'immigration a apporté un changement soudain, brutal
du point de vue non seulement du total des immigrés qui, depuis les années 1960, depuis les années 1980 et jusqu'à présent, en fait, par le passé, nous avions très peu de migrants et petit à petit, l'Italie s'est transformée. Après le choc pétrolier de 1973, nous sommes devenus un pays d'immigration et nous avons vu monter en flèche la part d'immigrés dans notre pays. Et donc, il y a eu cet apport. Au début des années 2000, nous avions 1 million d'immigrés. Aujourd'hui, nous en sommes à 5 254 000 immigrés, d'après les données d'Istat, avec une incidence de l'ordre de 9,2% sur le total de la population. Cela a donné lieu à un changement du point de vue des nombres, mais également du point de vue de l'évolution de la population. Sans migration, la population aurait commencé à diminuer bien avant 2015, à une époque où la population italienne, qui était assez nombreuse, 58 millions d'habitants, mais la population aurait commencé à reculer avant cette date. En vert et en bleu, vous avez le total de la population résidente et la population italienne. Et récemment, dans cette population, il y a également les étrangers qui ont été pris en compte et qui sont devenus des nationaux. Les barres bleues augmentent alors que la population exclusivement italienne est quasiment stable pendant cette période. Et c'est déjà une donnée importante qui s'oppose au revers de la médaille, c'est-à-dire la démographie est lente, l'évolution de la natalité. La natalité dans notre pays a commencé à reculer après le baby-boom et a atteint déjà son minimum historique en termes de femmes par femme dès 1995. Donc, il ne s'agit pas d'un passé récent, il s'agit d'il y a 30 ans. Et cela a abouti à l'équilibre de la population, à ce solde migratoire dont nous avons parlé, la différence entre les naissances et les décès. Et donc, les flux à l'entrée et à la sortie. Ces flux de population sont négatifs. En bleu, vous voyez les barres bleues. Et la population sans migration aurait diminué. Au cours de 22 ans, en particulier, le solde migratoire a été particulièrement élevé avant la crise de 2008. Au cours de cette période, il y a eu un très grand nombre d'arrivées. On est passé d'1 million à 3 millions d'étrangers résidents pour arriver à plus de 5 millions aujourd'hui. La période qui part de 2015 ou 2011, quand en fait il y a eu les différentes crises, les printemps arabes qui sont à l'origine de ce rebond médiatique, l'arrivée des réfugiés, etc., eh bien, tous ces phénomènes ont eu un impact moins fort. Et pourquoi? Parce que ces flux, ces migrations, les migrations pour des raisons de travail ont diminué sans cesse. Est-ce que je peux vous poser une question? Je reprends également le cliché de M. Héran qui nous a montré les flux internes dans les pays MENA, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Je voulais reprendre un événement qui s'est tenu au mois de mars. Nous avons eu une rencontre, un échange entre un focus sur l'emploi, notamment un focus sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite à l'instar d'autres pays du Golfe, a connu une augmentation de l'emploi des femmes.
Mais comment se fait-il que ces pays sont devenus soudainement très ouverts vis-à-vis des femmes? Eh bien, une des raisons est liée au fait qu'il faut faire face à l'absence de main-d'œuvre. Ils ne le font pas par amour, mais par intérêt, et pour lutter contre les migrations. Et ceci pour dire qu'en réalité, la situation est à peu près la même partout et les migrations ne sont pas vues d'un bon œil. Et parfois, on peut même arriver à faire tomber des tabous à propos des paradoxes. Il y a des paradoxes partout. Oui, mais dans ces pays-là, à la différence des pays européens, il y a également une réglementation concernant les immigrés, une réglementation qui permet de stabiliser les migrants. Et évidemment, cela a des répercussions sur l'économie. Il s'agit là d'un thème que l'Italie pourrait faire valoir. Comme l'a dit le professeur Errand, à l'avenir, il sera de plus en plus difficile de trouver un équilibre entre la perte de main-d'œuvre due au vieillissement de la population avec l'immigration, avec les flux, les décrets flux, les regroupements familiaux, etc., etc. Il s'agit là d'un thème dont on parle beaucoup, l'emploi des femmes en Italie et l'emploi des femmes immigrées ou du travail des femmes tout court. Mais rien n'a été fait ou on a fait très peu. Et cela nous renvoie au problème de la fécondité. Mais je ne vais pas ouvrir un autre dossier. Voilà, ce graphique concerne la France. Là, vous avez le solde naturel égal à 0, mais là, les barres bleues sont toutes positives. En France, la population a continué de croître au cours de ces dernières années, que ce soit en raison d'un solde migratoire positif ou en raison d'un solde naturel positif, jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau plus faible en raison de la diminution de la fécondité ou le vieillissement de la population qui est présent également en France. Pour nous resituer en Europe, nous voyons que l'Italie connaît une croissance de la population totale négative, la barre en vert du graphique précédent, et cela est dû à ce point blanc est la croissance naturelle. Et là, vous voyez qu'il y a un recul naturel, un déséquilibre entre les naissances et les décès. Cette décroissance naturelle, donc solde migratoire négatif, vaut également pour la France et l'Espagne en vert, mais les migrations parviennent à équilibrer la croissance de la population. Ce phénomène de déclin démographique qui est présent en Italie, dans ces pays, n'existe pas et la France est toujours vertueuse. Un autre élément significatif, quelle a été l'évolution de l'immigration par rapport à la structure de l'âge? Nous avons parlé de nombre d'immigrés. Nous sommes aujourd'hui, si nous sommes 59 millions ou 58 ou 57, cela n'a pas d'importance. Il faut savoir comment la population se divise par classe d'âge. Et si vous avez solde migratoire par rapport à l'étranger, donc le nombre d'étrangers et d'Italiens également, c'est un autre thème que le temps nous empêche de traiter, entre 2002 et 2023. Par classe d'âge, moins de 18 ans, moins de 15 ans, 15 à 39 ans, 40, 64, 65 et plus. En vert, vous avez les migrations, le solde migratoire des étrangers vers l'Italie. Et en bleu, les Italiens à l'étranger. Là, nous avons un autre phénomène intéressant. L'immigration nette est concentrée dans les classes d'âge plus jeunes, entre 15 et 39 ans. Donc, l'impact de la migration sur la structure par âge est important et très important. Voilà les mêmes
Même graphique, mêmes indicateurs que nous a montré le professeur Errand pour le passé 2024 pour l'Italie. Là, nous voyons que la migration a joué un rôle positif pour atténuer le processus de vieillissement. Et pourquoi? Parce que la population entre 20 et 64 ans, la population en tirait, qui concerne les Italiens, a diminué dans ce laps de temps, passant de 61,9 à 58,8% de la population. Mais en termes absolus, nous avons 3,6 millions d'Italiens de moins entre 2002 et 2024. Les plus de 65 ans sont plus 3,7 millions, dont la majorité sont des Italiens, alors que les ressortissants étrangers ont mitigé l'érosion de la classe d'âge entre 20 et 64 ans en faisant passer de 61,6 à 58,5 le total de la population entre 20 et 64 ans, contribuant à hauteur de 2,8 millions. Donc finalement, le solde est toujours négatif, en ce sens que nous perdons déjà de la main-d'œuvre. Et cela, à l'avenir, si cette tendance continue, la donne sera toujours la même. Alors, que faut-il faire? Le décret décreto flux, c'est important, mais l'emploi des femmes l'est tout aussi, parce que, évidemment, nous ne pouvons pas nous concentrer seulement sur le décreto flux. Il faut également embaucher la population déjà résidente, tous n'étant pas employés. Songeons aux femmes qui sont arrivées du fait du regroupement familial. Et le travail des femmes est la meilleure manière d'augmenter la fécondité, n'est-ce pas? Cela peut paraître un paradoxe, mais il en est ainsi partout. Seuls les Italiens pensent que tel n'est pas le cas, que si la femme reste chez elle, elle fera plus d'enfants. Mais le décreto flussi, nous voyons quelle a été l'évolution, combien d'admissions il y a eu grâce à ce décret. Et il y a une diminution nette après 2011 suite à la crise économique. Puis, il y a une reprise après la pandémie parce qu'on s'est rendu compte du vieillissement de la population. Beaucoup de personnes mouraient, évidemment, mais parce que la population est très fragile et âgée. Le décret Flussi actuel, eh bien, nous avons vu 500 000 entrées, mais moins de la moitié sont dues à des migrations permanentes pour trouver un emploi non saisonnier, alors que les autres sont des flux saisonniers. Et cela se fera sur 3 ans. Il en a la même chose pour les 3 années précédentes. Malheureusement, nous n'avons pas de données pour savoir ce que sont devenus ces immigrés, combien ont répondu à ce décret. En tout état de cause, la prévision, en divisant par 3, c'est 230 000, ça fait 75 000 entrées par an. Les prévisions d'Union Camere pour la force de travail est de 300 000 travailleurs. Et donc, il y a un écart sensible. Comment faire face à ces 300 000 travailleurs? Un autre facteur important concerne les réfugiés. Et l'emploi des réfugiés est un thème clé en Allemagne, en Autriche. Et il y a des mouvements, en Suède aussi, des mouvements contre l'immigration, et ce, en raison des difficultés économiques. Nous avons mais à nos yeux, pour notre vision méridionale, ces pays sont toujours des modèles. Mais oui, certains pays ont fait une sélection des réfugiés assez bonne. Les Allemands ont accueilli les Syriens. Oui, mais il est difficile également pour les Allemands d'intégrer ces personnes dans le monde du travail, dans le marché du travail. Et en fait, c'est là un problème qui a donné
Je voulais vous poser une question. C'est un thème que nous n'avons pas le temps de traiter, mais qu'il convient de citer, parce que quand on parle de natalité, quand on parle de solde migratoire, solde démographique, il y a un autre thème qui est le convier de Pierre, c'est-à-dire la fertilité recule, la fertilité diminue et l'évolution des mœurs, des coutumes, la gestion de la vie a fait que l'on devient mère beaucoup plus tard. Et donc, il y a également, on ne peut pas convaincre toutes les femmes à avoir des enfants à 24 ans. Je ne demanderai jamais cela à ma fille ou à mon fils. Au niveau public, au niveau des politiques en matière de santé, eh bien, on assiste à une sorte de médicalisation de la procréation. Et donc, peut-être faudrait-il avoir des politiques publiques allant dans la bonne direction. La démographie est en fait de migration, de la vie courante chez soi, comment nous maîtrisons des évidences. Et là, c'est une évidence que la politique ne veut pas prendre en considération. Mais en regardant autour de nous, dans nos microcosmes, ce phénomène est de plus en plus fréquent. En ce qui concerne les politiques en faveur de la natalité, eh bien, ces politiques existent. Elles ont été mises en œuvre. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de l'Italie. Je voudrais plutôt situer l'Italie dans un cadre européen. Au niveau européen, beaucoup de pays ont mis en œuvre des politiques. La France en tête. La France, depuis 100 ans, déploie des politiques en matière de natalité. Bien des études ont été menées par des démographes et sociologues pour voir jusqu'à quel point ces politiques ont un impact. Comme je viens de le dire, la démographie, les changements démographiques sont très lents, notamment ceux concernant la natalité. Tant et si bien qu'il est très difficile d'avoir une politique efficace le lendemain. Les résultats seraient toujours temporaires. Mais nous avons pu constater que les politiques les meilleures sont celles qui visent à concilier la vie privée et la vie professionnelle, en particulier pour les femmes, mais plus en général pour les couples. Des politiques qui stimulent, par exemple, la présence de crèches et d'autres aides qui sont susceptibles de permettre aux hommes et aux femmes non seulement d'avoir des enfants, parce que, évidemment, il faut avoir toujours le déclin démographique présent à l'esprit, mais surtout parce que chacun d'entre nous a le droit de choisir le nombre d'enfants. Et dans la plupart des pays européens, même si le taux de natalité idéal serait de 2 enfants par femme, rares sont ceux qui parviennent à réaliser cet idéal. Et puis, il y a la fécondation médicalement assistée. Je n'entre pas dans le détail des couples homoparentales. Mais nous avons de moins en moins d'armes pour favoriser des politiques allant dans la bonne direction. Graphique que je trouve tout à fait remarquable. Il y a des politiques migratoires comme celle du Canada qui consistent à faire ce genre de choses, mais en les lissant. C'est-à-dire, le Parlement vote des chiffres, des quotas. Ils n'appellent pas ça des quotas, ils appellent ça des objectifs très élevés. C'est 1% de la population en plus chaque année. Ça a été longtemps ça. 300 000 pour une population de 30 millions. Hein. Mais il faut lisser ça parce que c'est très difficile de gérer des choses qui sont complètement chaotiques dans le temps. Et donc, une bonne politique, c'est aussi une politique qui fait appel à l'immigration, mais d'une façon qui est régulière et donc plus facile à gérer. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est la volonté que je vois bien dans la politique italienne de recruter plutôt de préférence des travailleurs provisoires, des travailleurs temporaires. Alors là, je suis très frappé par l'absence de culture historique migratoire de la classe politique actuelle. Car l'Italie a une histoire très particulière là-dedans. Dans les années 50,
les travailleurs italiens qui venaient en France, en Suisse, en Allemagne, étaient souvent embauchés de façon temporaire. Mais c'était du temporaire qui revenait chaque année. Et alors, la diplomatie italienne a joué un rôle considérable dans les années 50, début des années 60, notamment parce qu'elle contribuait à la formation de l'Europe à ce moment-là. Et l'Italie a dit, mais attendez, c'est pas normal. Votre système consiste à embaucher les personnes pendant l'année, à les débaucher pendant les vacances, à les réembaucher à la rentrée. Vous n'avez pas le droit, en fait, vous cessez de payer les travailleurs pendant les vacances. C'est ça votre système. Et donc, les diplomates italiens ont joué un rôle très important pour que les droits sociaux qui étaient dévolus aux travailleurs nationaux soient étendus aux travailleurs immigrés et que les travailleurs immigrés puissent être payés pendant les vacances. Et donc, l'idée qui revient aujourd'hui, qui me paraît très naïve, que ça sera surtout une migration temporaire, essentiellement une migration de travail. Vous savez, il y a une formule fameuse d'un dramaturge suisse, on cite souvent cette formule, Max Frisch, on espérait, on attendait des travailleurs, on a eu des hommes. Mais on pourrait transformer la formule, on attendait des travailleurs provisoires, on a eu des travailleurs permanents. On attendait des hommes solitaires, on a eu des femmes, on a eu des familles. Vous voyez, les choses évoluent, et ça, c'est l'histoire qui nous le montre. Donc l'idée qu'on aura essentiellement des travailleurs qui seront plutôt masculins, qui seront plutôt temporaires, etc., c'est une méconnaissance complète de l'histoire et des forces sociales qui agissent toujours pour que l'immigration finalement se familiarise. Et on pourrait dire, on attendait une migration de travail, on a eu une migration de peuplement. Vedete, no, è giustissimo quello che appunto sta dicendo. Ce que vous dites, professeur, est absolument vrai. C'est comme si on voulait lutter contre la pluie, si l'on voulait arrêter la pluie, parce qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Donc, mais maintenant, je donne la parole à Madame Catherine de Bitol de Vanden. C'est un nom allemand, n'est-ce pas? Oui, je m'en doutais. Directrice émérite de la recherche au Centre de recherche intégration de Sciences Po. Eh bien, je voudrais vous poser une question. Les chiffres que vos collègues ont fournis sont très parlants. Je voudrais plutôt vous poser une question plus générale. Quand on parle d'immigration, eh bien, on dit toujours nous et eux, les autres, nous et les autres. C'est un point commun de tous les pays européens, de tous les pays tout court. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les pays. Et ce qui est encore pire, c'est que dans le récit des médias, on tend à déshumaniser les immigrés. Comment expliquez-vous cette résistance obstinée contre les autres, contre ceux qui sont différents de nous? Ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement la politique, mais c'est une sorte de crainte stupide, mais qui persiste au fil de l'histoire récente, même si on considère la popularité de certains mouvements politiques d'extrême droite. Pour la France, j'ai fait un livre sur ce thème qui est sorti en 2022, qui s'appelle « Figure de l'autre ». La perception du migrant en France entre 1870 et 2022. Et ce que je constate, c'est que les stéréotypes sont d'une très grande stabilité, quelles que soient les vagues migratoires qui se succèdent, la thématique de la violence, la thématique qu'on reprochait d'ailleurs aux Italiens avec le massacre d'Aigues-Mortes, il y avait aussi la concurrence sur le marché du travail, etc. Tous ces thèmes sont toujours présents aujourd'hui dans le débat politique français. Je dirais quelques mots aussi sur l'Italie, sur d'autres registres, mais la permanence de l'autre. Mais ce qui change beaucoup, à mon avis, c'est qu'il y a des acteurs qui étaient très présents dans le débat politique du passé, notamment sur les thématiques de la population dont on a parlé, mais aussi de l'immigration, qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat, on a l'impression que ceux qui décident se parlent entre eux d'une certaine façon. Ils sont coupés d'une partie de l'opinion publique ou ont une image de l'opinion publique qui ne correspond pas réellement
au comportement de cette dite opinion dans sa vie quotidienne, notamment les mariages mixtes. On est parmi les champions en Europe, etc. Donc ce décalage est très important. Je prends d'abord l'exemple du patronat. Le patronat, ça a été un acteur essentiel de la politique migratoire en France. On est le plus ancien pays d'immigration en Europe, il faut le rappeler, puisqu'on a commencé cette histoire au milieu du 19e siècle, alors que les autres pays d'Europe, nos voisins, étaient des pays d'émigration, dont notamment l'Italie. Et donc le patronat a été un acteur très important pour recruter déjà, et même dans l'entre-deux-guerres, il avait le monopole du recrutement de la main-d'œuvre immigrée à travers la Société Générale d'Immigration, qui n'était pas en fait le monopole de l'État. C'est à partir de 1945 que l'État commence à gérer plus ou moins bien d'ailleurs la question migratoire, parce qu'en 1968, 18% seulement des entrées passaient par l'Office national de l'immigration, et donc 82% entraient illégalement, notamment par l'effet du patronat qui avait besoin de main-d'œuvre et qui ensuite régularisait notamment les Portugais, qui ont été pendant très longtemps notre première immigration en France, parce qu'ils avaient besoin de ces gens qui venaient travailler. Et d'ailleurs, traversaient les Pyrénées, on fermait un peu les yeux sur l'illégalité de leur passage. Et donc, déjà, le patronat, aujourd'hui, on ne l'entend plus. Moi, ce que je constate, c'est que même dans tous les débats, on a eu une loi Darmanin qui a été votée l'année dernière, on a eu beaucoup de débats en France cette année sur la question migratoire, on n'entend quasiment plus le patronat, alors que le patronat a besoin de main-d'œuvre, aussi bien les gros que les petits, si j'ose dire. Et de temps en temps, quand il y a vraiment une reconduction à la frontière de quelqu'un qui était considéré comme très utile chez des petits patrons, comme les boulangers ou quelques autres, on va avoir une mobilisation parfois de l'employeur à titre individuel ou parfois plus ou moins orchestrée par les syndicats, mais finalement sans grande visibilité de ce côté-là, de la question du manque de main-d'œuvre, par exemple. Donc aujourd'hui, ces acteurs-là, aussi bien le patronat que les syndicats, sont devenus presque inaudibles dans le débat public, alors que l'essentiel est occupé par les sondages d'opinion, par, disons, la figure de l'autre qui est devenue une sorte de façon de parler de l'immigration dans le débat public. Ça me paraît tout à fait frappant. Pareil pour les questions tout à l'heure, on a parlé de la question démographique. À la fin du 19e siècle, les journaux, pas seulement les spécialistes, les experts qui se réunissent éventuellement aujourd'hui sur ces questions, mais les journaux en parlaient. J'ai fait ma thèse sur cette thématique de la politisation et la dépolitisation de la thématique migratoire. On parlait de la dépopulation de la France dans les années 1880. Pour cette raison, on a modifié le droit de la nationalité, on l'a ouvert à l'époque pour pouvoir faire des Français avec les étrangers. Comme on disait, pendant l'entre-deux-guerres, la thématique de la dépopulation était aussi récurrente dans le débat, et on en parle également en 1945 quand il faut relancer précisément cette politique de la population qui a été donc orchestrée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus du tout à l'ordre du jour, alors qu'on voit qu'on a un déclin démographique, que l'immigration est une contribution à cette situation, mais modeste, comme on le voit. Donc, il n'y a plus beaucoup de débat là-dessus, parce qu'il y a le tabou aujourd'hui de l'immigration de travail. Ça me frappe. Et je parle aussi pour l'Europe, le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui a été adopté en 2024. Les priorités sont... D'ailleurs, il parle surtout de l'asile et presque pas de l'immigration. C'est un peu étonnant, parce que si on veut gérer l'asile, il faut aussi s'occuper des autres formes d'immigration. Sinon, on aura une très grande difficulté si on ferme tous les flux qui ne sont pas l'asile, parce qu'on ne peut pas complètement fermer l'asile, on est signataire dans les pays européens de la Convention de Genève, eh bien, nécessairement, sur l'asile vont se reporter des flux qui auraient pu être des flux de travail, par exemple. Donc, il y a un tabou en Europe de parler, de reprendre de façon rationnelle, correspondant aux besoins, au discours éventuel, pour l'instant peu audible, du patronat, mais aussi des syndicats, sur la thématique de l'immigration de travail. Ça, c'est un tabou européen, on n'en parle pas. J'ai relu le pacte il y a 2-3 jours pour faire une conférence. Il y a un tout petit codicile à la fin qui parle de la carte bleue européenne. En dehors de ça, on ne parle que de renforcer la sécurité
contre les demandeurs d'asile à l'échelle européenne et rendre très complexe d'ailleurs cette demande d'asile pour celui qui s'adresse à l'un des pays européens, en s'ingéniant et aussi à surtout ne rien changer à ce qui était confortable, ce qui a été dit pour beaucoup de pays européens, c'est-à-dire que c'est l'Italie, c'est la Grèce, c'est Malte, etc., qui reçoivent plein pot, si j'ose dire, les gens qui ont traversé la Méditerranée. Et surtout, ne changeons pas trop de choses au fameux accord de Dublin qui dit qu'il faut renvoyer vers les pays où ils sont arrivés. En général, on arrive plutôt dans ces pays du Sud qu'en Finlande, les demandeurs d'asile. Donc, on n'a pas changé Dublin. On avait dit on va changer Dublin. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'inégalité, effectivement, des pays face à ces situations, parce que les pays qui sont face aux nouveaux arrivés, puis les autres qui sont protégés, si j'ose dire, en Europe centrale et orientale, mais aussi en Europe du Nord, par les nouveaux flux migratoires. Donc il y a une très grande peur, là aussi, de changer quoi que ce soit à la politique européenne. À mon avis, le pacte ne change quasiment rien, sauf renforcer les moyens de contrôle des frontières avec un coût considérable, beaucoup de morts. Et les seuls acteurs qu'on entend dans le débat public, ce sont les associations, selon la justice de temps en temps aussi, quelques prophètes désarmés comme le pape François, comme le directeur général du HCR à Genève et quelques autres. Mais pour le reste, il y a une déconnexion entre la réalité qui est déclin démographique, besoin de main-d'œuvre, et puis le débat politique tel qu'il s'est installé dans les pays européens, qui est complètement crispé, et on le voit encore plus avec le pacte, qui pourrait être quelque chose de partagé. Le pacte n'engage, c'est pas un traité, c'est juste un engagement moral et éventuellement institutionnel, mais qui va pas plus loin. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucune prise de conscience des thématiques dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la démographie, les pénuries de main-d'œuvre et la reprise d'une immigration de travail qui pourrait être un facteur de croissance économique, ce que disent tous les économistes qui travaillent là-dessus. Grazie intanto per le sue parole. Merci beaucoup pour vos paroles. Il y a deux aspects qui me viennent à l'esprit après vous avoir écouté. D'abord, il y a toujours le narratif. Il y a toujours un narratif comme quoi notre pays risque de rafler quelque chose, alors que la réalité nous dit que il y a tout un tas de gens, d'immigrés, qui sont en transit, ils ne veulent pas rester nécessairement en Italie. Ils travaillent, ils cotisent, mais ces cotisations restent entre les mains de l'État italien. Donc, toute une partie de cotisations versées dans un pays ne sont jamais perçues, ne seront jamais utilisées par les immigrés. Ensuite, il y a un deuxième thème beaucoup plus général qui est le suivant. Souvent, dans le monde, on enregistre des phénomènes comme, par exemple, la guerre de Gaza ou la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, quand il y a des conflits, eh bien, il y a une empathie tout à fait naturelle qui se développe. Donc l'autre, du coup, l'autre n'est plus si éloigné de nous. J'ai parlé de Gaza, mais je pourrais également citer l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il était très difficile de parler d'élargissement de l'Europe vers des pays de l'Est, ou bien je songe au débat sur l'adhésion de la Turquie en Europe. Nous avons raté un train par rapport à ça, je pense. Aujourd'hui, le monde serait différent. Et donc, aujourd'hui, au vu de l'invasion russe en Ukraine, nous avons un drapeau de l'Ukraine sur le palais qui flotte devant le palais. Nous espérons tous que les gens puissent arriver le plus tôt possible en Europe, que donc les Ukrainiens puissent devenir des membres de l'Union européenne. Je fais des références à l'actualité parce que souvent dans l'histoire, il y a des accidents qui nous amènent à changer de perception. Le standard pour l'accueil des Ukrainiens en Europe par rapport au discours et puis aux pratiques sur les... In questo caso ovviamente per fortuna, les però européens, dovrebbe, no? notamment la protection temporaire qui avait été
inventé, si j'ose dire, en 2001 pour les gens de l'ex-Yougoslavie, qu'on avait oublié, qu'on a déterré opportunément pour les Ukrainiens, qui donnent accès directement aux droits, alors que les demandeurs d'asile font un parcours du combattant très compliqué pour arriver à pouvoir arriver jusqu'à la demande d'asile et ensuite éventuellement au statut de réfugié. Donc là, il y a une différence considérable. Je rappelle qu'en France, par exemple, les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler alors qu'il y a une directive européenne de 2014 qui dit qu'ils ont accès au marché du travail. Et là, en France, il faut attendre 6 mois pour pouvoir éventuellement obtenir le droit de travailler, alors qu'en Allemagne, tous les demandeurs d'asile peuvent travailler, par exemple. Et donc, c'est un facteur d'insertion plus important. Donc, effectivement, le double standard ukrainien d'un côté et non européen, sauf que pour les Ukrainiens, c'est provisoire. On a repoussé jusqu'à 2027 cette protection temporaire, alors que, bien sûr, pour les autres, s'ils arrivent au statut de réfugié, ils ont un statut permanent. Donc là, bon, mais l'accueil a été très différent, parce que les Ukrainiens, c'est des Européens, ce sont des Blancs, ce sont des chrétiens. Il y a eu un certain nombre de manifestations dans plusieurs pays européens de ce qu'on appelle accueil citoyen, c'est-à-dire accueillir les gens chez eux. Non c'è una certa islamofobia. Il n'y a pas d'islamophobie qui frappe les autres. Olivier France, Roy che spesso voilà. ne parla. Et puis les préfectures de l'accueil des Ukrainiens, alors que pour les autres, elles s'occupent plutôt de politique de dissuasion. Donc là, on a eu une très grande différence. Sauf que j'aurais tendance à dire qu'en France, on n'a pas accueilli beaucoup d'Ukrainiens, à peu près 4% par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, le premier pays d'accueil pour les Ukrainiens, c'est l'Allemagne, donc devant même la Pologne. Et l'autre chose, c'est que, en regardant un peu la situation italienne et la politique italienne, j'ai l'impression que l'Italie est beaucoup plus pragmatique quand même que la France sur la question notamment du marché du travail, même si c'est du travail de court terme, très souvent, parce qu'on a quand même régularisé beaucoup de sans-papiers, alors qu'en France, on est dans une politique extrêmement restrictive à l'égard des sans-papiers. Et d'autre part, le discours sur la fermeture des ports, qui était un des discours, disons, électoraux de la Première ministre, n'a pas pu être complètement mis en œuvre parce que c'était pratiquement impraticable dans le contexte géographique dans lequel est l'Italie vis-à-vis de la Méditerranée. Et enfin, que le projet italien de déléguer à l'Albanie le traitement des demandeurs d'asile a été invalidé par les tribunaux. Donc on aurait tendance à dire que finalement ils sont peut-être moins idéologues que certains aspects des déclarations, en tous les cas, des politiques françaises en la matière et des pratiques qui sont coupées en réalité de la réalité avec ce débat. Dobbiamo andare a chiudere. Le faccio un'ultima domanda. Une dernière question avant de clôturer notre rencontre. Quelles sont, d'après vous, les politiques les plus performantes en Europe? Est-ce qu'il y a un parangonnage? Est-ce qu'on peut s'inspirer d'un exemple positif quelque part? Si elle n'est pas vraiment dans l'Europe, pour la Suisse, c'est quand même un pays qui a plus de 30% d'étrangers sur son territoire. Però la Svizzera non vale. Mais la Suisse n'est pas dans la compétition. Excellente quand même en matière d'accueil déjà, une tradition d'accueil et puis mise au travail tout de suite des demandeurs d'asile, une approche qui tient compte de la situation à la fois démographique et économique de l'Allemagne. Allora, grazie davvero alla professoressa Catherine Guidol. Je remercie Madame de Binden, merci Madame Ambrosetti, merci Monsieur Errand. Nous avons le temps pour un petit débat, un petit échange. Vous avez attendu donc la fin du débat. Vous n'hésitez pas à poser des questions à nos experts. Intervenire. Vedo un po' di mani alzate. Bonsoir, je vais poser la question en français pour faire le lien entre deux propos du professeur Errand et de la professeure Ambrosetti à propos du Decreto Flussi. Donc la moitié sont des titres délivrés à titre temporaire. Que se passe-t-il une fois que le temps est épuisé
Et est-ce que l'immigration de travail devient une immigration de peuplement? Que se passe-t-il? Que se passera-t-il en 2028, en gros? Invito ovviamente a rispondere a Elena va nous dire exactement ce qui se passe en Italie, mais en France, il existe des permis de travail spéciaux pour les temporaires qui reviennent chaque année. Il y a, voilà, et ils sont d'ailleurs inclus dans la statistique des permis de séjour permanents, bizarrement. Alors moi, je ne les inclus pas quand je fais certains calculs, mais bon. Donc les temporaires qui reviennent chaque année sont inclus, ce qui me paraît finalement assez logique. Et ça rejoint la situation des années 50 que j'avais évoquée tout à l'heure. Je trouve que c'est quand même, enfin, c'est pas normal. Alors, il y a beaucoup de pays, il y a quelques pays qui font ça. Le Japon, par exemple, a une importante migration, mais qui est déguisée, parce qu'on parle de stagiaires, c'est l'appellation officielle, pour des temporaires qui reviennent chaque année. Et la Pologne fait ça avec les Ukrainiens. Avant l'agression russe contre l'Ukraine, il y avait très très peu d'immigration permanente en Pologne, des nombres vraiment très très faibles, mais il y avait 1 million d'Ukrainiens à titre temporaire et des Ukrainiens qui reviennent sans cesse. Donc en fait, c'est tout simplement au Japon, en Ukraine, etc., c'est la situation qui régnait, qui était imposée aux Italiens dans la Suisse, l'Allemagne ou la France des années 50. Hein. L'histoire se répète un peu. C'est pour ça que l'histoire des politiques démographiques, c'est important de remettre en mémoire un certain nombre de permanences. Donc, alors, il y a aussi le cas très particulier des pays du Golfe. Vous avez également ça. Il y a l'idée que ce sera uniquement une migration de travail. Il n'y a pas de politique d'intégration. Il n'y a pas de regroupement familial, etc. Voilà. Mais on observe avec le temps que maintenant, la durée moyenne de séjour des migrants, soi-disant uniquement de travail dans les pays du Golfe, est aux alentours de 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, ça commence à faire beaucoup. On peut avoir, comme disent les juristes, des intérêts qui se créent, des attaches qui se créent avec le pays en question. Donc l'idée qu'on va rester en permanence dans le temporaire, en quelque sorte, à mon avis, ne tient pas. Et les tensions sont telles que, alors ce ne sera peut-être pas en 2028, comme vous le dites, mais à force de temps, le temporaire finira par s'installer dans le temps et par se transformer en migration permanente, comme ça a toujours été le cas. Grazie. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, poi prendiamo altre 2 domande e così. 2 autres questions? Non. Donc, en fait, en 2027, si ne change pas la loi et les gouvernements aussi, parce que ça, c'est, ils doivent émettre un nouveau décret pour 3 ans, donc à partir de 2028 jusqu'à 2030. Et par rapport au titre de séjour, donc chez nous, c'est des titres effectivement temporaires en Italie. Et c'est surtout des gens qui travaillent dans l'agriculture, donc des saisonniers de l'agriculture et dans le tourisme. Voilà, donc c'est ça. Altra domanda? Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir, ma question s'adresse à Madame Ambrosetti. En écoutant ce dialogue, une chose m'est venue à l'esprit. Dans les différents camps de réfugiés qui se trouvent un peu partout en Italie, Albanie, Lampedusa, eh bien, depuis longtemps, il y a dans ces camps des personnes qui sont dans l'attente d'être accueillies dans le pays dans lequel elles voudraient se rendre. Ma question est la suivante. Peut-on trouver un compromis? Peut-on trouver une solution pour maîtriser, suivre les flux de nouveaux résidents dans les différents pays? Faudra-t-il faire comme au Royaume-Uni, du point de vue avec une sélection sévère? Est-ce que nous aurions intérêt à le faire? Eh bien, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, les pays qui font la sélection n'ont pas de frontières perméables. Dans la plupart des cas, ce sont des îlots. Hein. Arriver et rester pour travailler, c'est très difficile. Et l'Australie, à la nage, c'est très lointaine.
Il y a évidemment des boat people dans ces pays également, mais compte tenu des distances, le phénomène est négligeable. Donc, on pourrait bien sûr envisager une sorte de sélection, mais jusqu'à présent, les démarches qui ont été entreprises sont très, très peu nombreuses. L'Italie est très frileuse. Le ministre Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, Piantedosi, a parlé des différents stages qu'ils sont en train d'organiser avec l'OIM dans des pays tels que la Tunisie, le Nigeria, pour former de la main-d'œuvre, mais pour éviter que cette main-d'œuvre se déplace vers l'Italie. Donc, le but est tout à fait différent. Ce n'est pas la direction que nous appelons de nos voeux. Donc, ce n'est pas une sélection à des fins d'intégration. Une autre question avant de conclure. Bonsoir, Enrico, étudiant à la Louis. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cet événement et pour la participation de professeurs et de chercheurs. Un événement incroyable. Ma question s'adresse à Madame Catherine Vital de Venden. De Venden, vous avez dit d'avoir écrit un livre sur le changement de la perception de l'immigré entre communauté avant et maintenant. Ma question n'est pas tellement sur la migration quand elle est sur l'intégration. Donc, je vous pose, comment a la perception ou l'intégration elle-même changé entre avant et maintenant? Merci beaucoup. En fait, elle n'a pas tant changé que cela, dans la mesure où les populations ont changé. Bien sûr, aujourd'hui, on a une population, par exemple, l'immigration algérienne est la plus nombreuse dans notre pays. Il y a eu une très mauvaise perception de l'islam en France avec tous les attentats qui ont eu lieu, alors que l'essentiel de la population musulmane ne ressemble pas du tout aux djihadistes et aux terroristes qu'on a vus sur notre territoire. Mais ça donne une très mauvaise image, bien sûr, de la perception pour la population. Donc, on a eu toute une série d'éléments, mais ça n'a pas tellement changé dans la mesure où hier, c'était d'autres qui étaient perçus aussi comme des gens dangereux, violents. Il y avait des anarcho-syndicalistes italiens, entre autres, mais pas seulement, qui ont commis des crimes sur notre territoire et dans d'autres pays. Donc, il y avait une très mauvaise perception de cette violence, par exemple. La pratique du catholicisme dans un pays laïque, surtout comme la période de la Troisième République, était très mal vue dans une grande partie de l'opinion publique, notamment dans le monde ouvrier. Et aujourd'hui, la perception de l'islam est tout aussi mal vue par une partie de la population qui croit au grand remplacement. Donc en fait, moi, ce qui me frappe plutôt, c'est la seule parenthèse où les choses ont été différentes, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses en France, entre 1945 et 1974, où on a eu une période de croissance économique, on avait besoin de main-d'œuvre. Le patronat était très actif pour soutenir cette arrivée de population. Le gouvernement fermait les yeux sur les sans-papiers qui ensuite étaient rapidement régularisés. Et surtout, parce que j'ai quand même compulsé pas mal de choses de presse sur cette période, la presse dans l'ensemble et l'opinion étaient très favorables à la régularisation des sans-papiers. Il y a eu beaucoup de mobilisation, par exemple contre une certaine circulaire Marcellin Fontanet de 72 qui voulait arrêter la régularisation des sans-papiers. Il y avait un très fort soutien à la population qui était dans les bidonvilles, qui était considérée comme particulièrement victime de cette immigration massive qu'on a eue. Donc en fait, la perception était très différente parce que il y avait la grande différence, il n'y avait pas la politisation du sujet migratoire. L'inscription à l'agenda de l'immigration en France, c'est Jean-Marie Le Pen, 1983. Avant, c'était très diffus. Aucun parti politique n'avait pris en charge cette question. Et à partir du moment où c'est devenu un sujet pris par l'extrême droite, ça fait progresser considérablement ce parti. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'immigration, il y a plusieurs partis politiques qui n'auraient rien à dire en France parce que leur seul sujet, c'est l'immigration. C'è una
c'est possible Une femme, s'il vous plaît. Une question à poser sur l'intégration. Si vous avez un message positif, est-ce qu'on a des exemples maintenant, contemporains, de bonnes pratiques d'intégration qui marchent? Parce que j'aimerais bien finir sur des messages positifs. Merci. Alors, il faut bien comprendre que l'intégration, c'est un phénomène qui existe dans plusieurs dimensions. Et il y a une publication qui n'est pas inintéressante là-dessus, c'est ce que l'OCDE publie tous les 2 ou 3 ans. Ils prennent 80 indicateurs d'intégration et pour tous les pays de l'OCDE, pour tous les pays occidentaux. Et déjà, cette diversité des indicateurs montre que, en fait, l'intégration est multiforme et elle n'avance pas du même pas, elle n'avance pas au même rythme dans tous les domaines. Vous avez l'intégration linguistique, vous avez l'intégration économique, vous avez l'intégration dans le monde associatif, vous avez l'accès au logement, vous avez etc., etc. Et donc, d'un pays à l'autre, il ne faut pas s'imaginer que tout ça avance de façon cohérente et systématique. C'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, ça. Alors, il y a des phénomènes d'intégration. Évidemment, l'intégration, c'est quelque chose qui est réciproque. Il faut que la société fasse des efforts pour intégrer les immigrés, mais il faut aussi, évidemment, personne ne le nie, que les immigrés fassent eux-mêmes des efforts. Le problème, c'est qu'on a une partie des politiques qui sont des politiques consistant à empêcher les gens de s'intégrer. C'est-à-dire que, par exemple, on exige qu'ils sachent, alors en France, qu'ils sachent le français le plus tôt possible et au niveau le plus élevé possible. Au mois de juillet dernier, une circulaire importante, qu'on appelle déjà la circulaire Retailleau, nous dit que pour avoir accès à la naturalisation, il faut passer du niveau B1 au niveau B2, c'est-à-dire en gros d'un élève du collège, enfin qui passe la fin du primaire, voilà, au niveau du baccalauréat. Voilà. Et donc, il faut que tout ça se fasse au bout d'1 an, si on veut avoir un permis qui soit plus durable en cible. Toutes les associations qui font des cours de langue pour les immigrés vous disent que ce n'est pas possible. Et donc, je pourrais citer d'autres exemples, mais il y a l'idée que la barre de l'intégration doit être fixée le plus tôt possible et le plus haut possible. Alors ça, c'est contre l'intégration, parce que l'intégration, ça demande du temps. Si vous ne laissez pas aux gens le temps de s'intégrer, ils ne vont pas s'intégrer. Je veux dire, et il faut même aussi comprendre un phénomène très important, c'est que l'intégration, ça va souvent d'une génération à l'autre. Moi, je connais très bien la question afghane, je m'occupe de réfugiés afghans. Je peux vous dire que oui, les parents qui arrivent sont très, très démunis. Leur titre universitaire n'a aucune valeur en Europe. La langue est vraiment très difficile. L'afghan est une langue sans genre. Alors apprendre le français, rien que pour ça, c'est très compliqué, etc., etc. Bon, et donc, du coup, l'espoir est reporté sur les enfants. Il y a une stratégie que les économistes avaient d'ailleurs bien décrit. Gary Becker avait décrit cette stratégie, il appelait ça la dynastie. Il y a des investissements qui sont reportés d'une génération à l'autre. Eh bien, ça, il faut du temps. Alors, d'autres exemples, on a des obligations de quitter le territoire français, des ordres d'expulsion prononcés par les préfets. Et vous prenez un jeune homme, il était en situation irrégulière, mais il a eu le temps de décrocher un diplôme technique, professionnel. Il a trouvé un emploi, il donne satisfaction à l'employeur, il donne satisfaction à toute la communauté locale. Catherine avait cité le cas des boulangers, et voilà qu'au bout de 2 ans, et oh horreur, il est même peut-être en train de fonder une famille. Et voilà qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, lui tombe dessus et voudrait ruiner tous ses efforts. Et les discours ministériels qui ont été faits dans ce domaine disent il faut vite que l'État se dépêche de lancer ces OQTF avant que les gens aient le temps de trouver un travail, de s'intégrer, etc. Donc ça, c'est quand même très, très problématique. Alors, quand on pose la question dans des sondages, pensez-vous que les
les étrangers en général ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Vous avez un peu partout en Europe, c'est pas propre à la France, 60% à peu près des populations, c'est la même chose aux États-Unis, qui pensent que les immigrés ne font pas assez d'efforts d'intégrer. Vous avez le même pourcentage qui pensent qu'il y a trop d'immigrés et le même pourcentage qui disent on se sent plus chez nous dans notre pays. Ça, c'est le fond général de la pensée. Hein. Après, quand vous posez des questions circonstanciées, ils sont trop, mais dans quel secteur? Et qu'on énumère les secteurs. Dans la santé, dans l'enseignement, dans l'agriculture, dans le soin aux personnes. Alors là, les taux de refus qui montaient de 60% quand on posait une question très générale descendent, dégringolent littéralement, et à la fin, on n'a plus que du 12, du 11% de refus pour une bonne partie des professions. Donc, il y a de grandes différences entre les efforts d'intégration dont on parle comme ça de façon très très générale. Quand les sondages posent des questions très générales, ils ont des réponses générales. Quand ils posent des questions précises et circonstanciées qui correspondent à l'expérience des gens, ben, ils obtiennent des réponses circonstanciées. Et c'est ça, vous voyez, donc complexité de la chose. Hein. L'intégration, c'est complexe, et en même temps, les points de vue, le contexte jouent un rôle considérable. Davvero grazie. Grazie. Un grand merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous. Cet événement portant sur la démographie, l'immigration et l'intégration, eh bien, cet événement était très, très intéressant. Merci, Madame Ambrosetti, merci, Monsieur Errand, merci, Madame Witold de Wenden. Merci à vous tous. Merci surtout à l'ambassade de France en Italie et à l'Institut français. Merci de leur accueil, de cette belle initiative. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.